Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Calédonia. Alors derrière moi, c'est une case et pas n'importe laquelle, la case qui représente la chefferie Boirat au centre culturel de Yingen. Alors c'est une photo qui nous a été gentiment prêtée par notre invité de ce soir, Jean-Romaric Néa, avec qui nous allons parler du mois du patrimoine. Alors quelles activités vous restent encore à découvrir sur l'ensemble du pays? Vous saurez tout dans un instant. Restez avec nous. Merci de nous rejoindre dans votre émission. Bienvenue dans la bande pour animer cette émission avec moi, ma comparse Stéphanie Marley. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Aurélie. Tu es rayonnante en bleu. Ah ben écoute, je te retourne le compliment. Hein. Très belle robe. Merci. Un nouveau modèle. Oui. Très va joli. bien. Patrimoine. Voilà, ça fait patrimoine. Et avec nous aussi Jean-Romaric Néa. Bonsoir Jean-Romaric. Bonsoir. Merci pour cette belle photo, mais la case est aujourd'hui bien avancée, bien terminée, les travaux. Elle est terminée. Depuis la semaine dernière, elle est terminée, bien terminée. Des travaux que vous avez suivis tout au long. C'est ça. J'ai suivi vos photos sur votre compte Facebook. C'est ça. Très belles photos. Alors, chaque année, la Nouvelle-Calédonie célèbre le mois du patrimoine. Durant 4 semaines, les Calédoniens, nous avons la possibilité de découvrir ou de redécouvrir notre patrimoine culturel. Alors Aurélie, à ce sujet, donc en province sud, donc le mois du patrimoine se déroule du 25 août au 8 octobre. Donc son thème, c'est 25 ans de partage et d'histoire, donc une programmation en fait où toutes les communautés du territoire donc sont à l'honneur. D'ailleurs, en province nord, c'est depuis 2001 que des animations sont proposées autour de la thématique traces plurielles, chemin commun. Alors pour en parler, Jean-Marie, qui est à la direction de la culture, nous accompagne ce soir. Alors Jean-Marie, cette année, des manifestations sont programmées depuis le 30 août jusqu'au 21 octobre. Pourquoi ce thème traces plurielles, chemin commun ne change-t-il pas au fil des années? En fait, la thématique traces plurielles, chemin commun a été choisie depuis la création de l'événement au mois du patrimoine. Et pourquoi traces plurielles, chemin commun? En fait, c'était par rapport au contexte de la province nord. Donc la province nord représente les différentes communautés. Les différentes communautés. Donc c'est pour permettre aussi aux associations de proposer des thématiques en fonction de la spécificité en fait de leur structure et de leur laisser le choix en fait de proposer des thématiques en fonction aussi de la programmation annuelle. Donc en province nord, on ne parle pas seulement de patrimoine culturel kanak, mais aussi d'autres communautés, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a une grande diversité culturelle qui est représentée en province nord. Donc par rapport à prenez l'exemple de l'écomusée du café avec le café qui a fait venir aussi d'autres communautés sur l'exploitation du café et aussi sur Tchibagui avec l'exploitation du chrome qui a permis aussi une présence des communautés sur mine, sur Tchibagui pour développer en fait cette activité autour du chrome. Donc c'est vraiment, enfin le mois du patrimoine, pardon, ça met vraiment en valeur en fait le vivre ensemble. C'est ça, ça met en valeur le vivre ensemble, mais c'est toute idée de patrimoine que représente la province nord, kanak, par rapport à la religion et aussi toutes les différentes communautés représentées en province nord. Alors, les amis, merci Jean-Romaric pour toutes ces explications. Donc, les amis, jusqu'au 21 octobre, quelles activités vous reste-t-il encore à découvrir? Donc, réponse maintenant, jingle, c'est comment? Alors, si vous êtes en province sud, il vous reste encore à découvrir jusqu'au 8 octobre l'exposition Traversée Art et Culture à l'hôpital. Donc, c'est une exposition qui met en valeur donc, les jardins du Médipôle. Donc, il y a 40 affiches qui nous racontent la création et la réalisation des espaces verts donc, du Médipôle. Près de 7 hectares donc, de terrain ont été réservés pour ce jardin. Les plantes sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie ou encore à l'Océanie. Donc, c'est une exposition à ne surtout pas louper car d'après certains, ces jardins auraient des vertus apaisantes et relaxantes qui contribueraient d'ailleurs à la guérison des patients. Stéphanie, si tu peux nous rappeler les dates de cette exposition? Alors c'est jusqu'au 8 octobre en fait, justement cette exposition, donc vous avez quand même encore un peu de temps d'aller. Je vous invite,
fortement à aller la découvrir puisque c'est vraiment très intéressant et puis voilà, ça fait vraiment partie les plantes endémiques de notre patrimoine. Justement, pour en venir, n'oubliez pas, vous avez l'application PlanteNet pour aller, vous pouvez l'essayer pendant l'exposition. Oui, puisque c'est des plantes endémiques. Voilà, c'est ça. Donc Jean Romaric, le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble des biens matériels et immatériels ayant une importance artistique et ou historique. Alors c'est un ensemble de biens qui est généralement préservé, restauré, sauvegardé et montré au public soit de façon exceptionnelle comme au travers de ces mois du patrimoine ou de façon régulière comme dans les musées, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement biens matériels et immatériels? Donc, bien matériel, ça définit tout ce qui a été transformé par l'homme. Donc, ça représente tout ce qui est patrimoine bâti, les monuments, les églises, et puis toute la partie collection d'objets d'art. Donc, les poteries, les saguets, voilà, tout ce qui est collection d'objets. Et le bien matériel, ça regroupe tout ce qui est savoir, les contes, les légendes, immatériel, les contes, les légendes, et puis tout ce qui est toponymie, par exemple, en Provence-Nord, qui est beaucoup les aussi chants, les danses traditionnelles, valorisé. Voilà, c'est ça. La gastronomie aussi. La gastronomie aussi fait partie aussi. On appelle aussi bien immatériel ou bien vivant, ou patrimoine vivant. C'est un patrimoine où on essaie en fait de le valoriser, de le faire vivre dans les événements que vous avez cités tout à l'heure, notamment le mois du patrimoine ou la nuit de musée, tout ce qui est événement autour du patrimoine. Cette exposition dont Stéphanie vient d'en parler au Medipôle, elle se situe dans quelle catégorie de biens, puisqu'on visite un jardin avec des plantes endémiques? On peut, parce qu'il fait partie, au fait, notamment, pour prendre l'exemple de tout ce qui est paysage culturel, paysage naturel, c'est un patrimoine, voilà, c'est un patrimoine naturel où on peut retrouver tout ce qui est bien culturel, bien matériel, qui a été transformé, en fait, qui a été aménagé par l'homme, mais aussi immatériel avec tous les savoir-faire, tous les savoirs traditionnels les connaissances traditionnelles sur les plantes médicinales, voilà, par exemple. Donc, c'est tous des savoirs immatériels que l'on valorise à travers ces types de projets. Alors sur la commune de Wailou aussi, le patrimoine sera célébré du 1er au 5 octobre est prévue une semaine culturelle axée sur les 100 ans de la vieille école. Alors je vous propose de découvrir ou de revoir ce reportage qui a été réalisé par une de nos collègues à Doneva à Wailou. Regardez ce reportage. Quand Maurice Lénart est arrivé, il s'est installé ici. Ici, nous sommes sur le terrain qu'ils ont baptisé Doneva, donc, qui appartenait au colon Girard. Donc le colon Girard, il avait son magasin situé juste derrière, là. Et comme toutes les voies se faisaient par la mer, c'était les voies maritimes. Donc il n'y avait pas toute cette brousse-là que l'on voit ici. Donc les bateaux arrivaient. Et le colon faisait acheminer sa marchandise directement de la mer jusqu'au magasin. Les deux premiers bâtiments en dur ont été l'épicerie, qui est devenu le premier temple de Lénart, et le fortin, qui a été construit après l'insurrection de 78. C'est un point haut dans la vallée de Wailou. On pouvait tout surveiller de ce point-là. En fait, on ne sait pas trop s'il a servi à la police ou si c'était le colon qui l'avait construit pour se protéger de la rébellion. Le fortin est ensuite devenu des lieux de vie, des missionnaires, puis des lieux de travail. Il y avait des activités notamment liées aux femmes qui se faisaient à l'intérieur. Mais globalement, et depuis 1960, ça a été un lieu de vie des missionnaires, notamment des femmes missionnaires. Donc c'est le site originel de Doneva. Parce que quand on parle de Doneva, en fin de compte, Doneva a 3 sites. Le site de Doneva, où se trouve donc le premier temple avec le fortin. Vous avez ensuite Gilgal, où se trouve la vieille école. Donc un bâtiment qui a été construit dans les années 13-14,
Donc sur Gilgal, il y avait beaucoup de bâtiments en paille. Tous les bâtiments ont été construits avec des matériaux locaux. La troisième zone, c'est Siloé. Hein. Donc sur Siloé, aujourd'hui, il y a le vieux temple, hein, qui était le temple de Lénard, qui a été construit dans les années 1910. On l'appelle Vieux Temple maintenant, mais avant on l'appelait l'école Jeanne Lénard, parce que en fait il a été baptisé école Jeanne Lénard parce que Madame Lénard a été la première enseignante ici à Doneva, et donc elle s'occupait des filles, les femmes de pasteurs, tout ça, et elle leur enseignait, elle faisait en fait l'école ménagère, et donc elle leur enseignait à lire, à écrire, mais aussi à coudre, à faire de la broderie, à repasser. Jean Romaric, d'autres activités sont prévues à Wailou? Oui, il y aura également la semaine de résidence culturelle où il y aura toute une activité, des propositions d'activités qui sont proposées aux écoles de Doneva et puis principalement aussi l'école de Doneva. Et il y aura toute une semaine de résidence, d'écriture en dictée, en adieu, la lecture en adieu. Ouverte au public. Ouverte au public. Et il y aura également des expositions sur la vieille école. Et puis le 6 octobre, il y aura la journée du patrimoine. Donc ce qui est intéressant sur Doneva, comme on l'a entendu dans ce reportage, c'est que Doneva représente trois sites riches en histoire où le public pourra déambuler pour découvrir en fait l'histoire de Gilgal, de Doneva et Siloé. Donc toutes ces informations-là seront disponibles sur place, sur le site. C'est ça. Alors en province nord, le programme se décline sous différentes formes, hein, Romaric. Si vous aimez les sensations fortes, direction Touo ce vendredi soir, alors des visites nocturnes sont prévues à partir de 18h jusqu'à 22h. Jean Romaric, c'est une première pour la commune de Touo d'organiser comme ça des visites? C'est une première pour Touo. L'année dernière, la direction de la culture était à l'initiative en fait de la journée du patrimoine pour lancer l'inauguration de l'église de Touo Mission. Donc cette année, c'est qui a été rénovée. Donc cette année, c'est l'initiative de la mairie de Touo, service animation, de proposer en fait une visite nocturne sur les sites historiques du village de Touo. Donc il y aura un départ au monument des morts de la mairie, aussi la visite du fort de Touo. Donc un fort qui n'est pas connu en fait, notamment par les habitants de Touo. Et on termine aussi à Touo Mission où il y a aussi une diversité de patrimoine à découvrir, notamment le presbytère, l'église et la vieille école Touo Mission. Et tout ça de nuit, donc si vous n'avez pas peur, rendez-vous ce vendredi à Touo à partir de 18h. Il faut emmener sa lampe? Il faut amener sa lampe et il faut également préciser qu'il y aura toute une sécurité qui sera mise en place avec les pompiers de Touo, avec la gendarmerie de Touo. Donc il y a toute une... aucune crainte à avoir. Voilà, toute une logistique qui a été mise en place par la mairie. Et également, il y aura en clôture la nuit de la chorale qui sera proposée avec quatre troupes de chorale dans l'église de Touo Mission pour clôturer en fait cette nuit de patrimoine. Donc une belle soirée de vendredi soir qui nous attend à Touo. Alors à Vaud également, le 5 octobre, hein, une journée ouverte à tout public et particulièrement aux écoles est prévue à l'écomusée du café. Alors nous aurons la possibilité de participer à des ateliers tournants hein, autour de l'igname et du café, bien sûr avec dégustation, tout ce qu'on adore, n'est-ce pas Stéphanie? Oui. Alors pour honorer, célébrer notre héritage Jean Romaric, on a de beaux sites à visiter, des chants traditionnels à conserver ou encore des savoir-faire que l'on aimerait transmettre à nos enfants. Alors comment vous faites la programmation? Comment vous sélectionnez finalement les choses à mettre en avant pendant ce mois du patrimoine? La direction de la culture, centralise en fait toute la programmation des associations qui participent en fait
à l'événement. Donc on centralise toute la partie, toute la programmation pour valoriser en fait comment les actions, la programmation des associations par la communication via le site internet, les dossiers de presse, Facebook. Mais les associations sont très dynamiques, autonomes et réalisent eux-mêmes, proposent eux-mêmes leur programmation pour satisfaire en fait le public sur la valorisation de leur patrimoine. Donc nous on intervient pour les accompagner, voilà, pour les accompagner, pour la partie accompagnement technique et tout ça. Communication. Communication, mais c'est uniquement à la demande en fait des associations pour un accompagnement sur l'élaboration d'une programmation par exemple. Ou par exemple, surtout la semaine dernière, la direction de la culture a intervenu sur, comme c'est une nuit du patrimoine, donc il y aura des visites nocturnes, et donc plus sur la sécurité du public, intervenir sur, on va dire, le contrôle en fait, sur le site historique pour voir si le site est apte à recevoir du public et quelles sont les conditions de sécurité qui ont été mises en place par le service animation. Alors justement, Jean Romaric et Aurélie, donc en parlant de sites à visiter, à Pueblo le week-end du 6 au 7 octobre, donc l'association Saolé Djao nous invite chez elle, donc en fait à la tribu de Djaoué. Donc au programme exposition, animation, chant et danse ou encore valorisation des savoirs traditionnels. Alors Jean Romaric, la tribu de Djaoué, a un patrimoine tant culturel qu'historique à valoriser. Est-ce que c'est une manière de saluer en fait le travail et l'investissement donc des associations, puisque vous le disiez précédemment qu'en fait c'est vraiment les associations qui, il y a un gros travail des associations dans chaque commune. Et après, ils sollicitent votre aide. Donc voilà, là, c'est vraiment l'association, là, je parle de Saolé Djao, qui nous propose voilà. de venir chez elle. L'association Les Djao, ils sont quand même à la 13e édition de l'édition Bamenjoub. Donc c'est une association des journées culturelles. Donc c'est une association qui est très, très dynamique déjà. Ils travaillent beaucoup aussi avec les jeunes et les associations de Pueblo, donc pour valoriser en fait la richesse qu'ils ont en patrimoine. Donc, cette année, comme nouveauté, il y aura également un sentier botanique et historique avec Dominique Fleureau, avec l'application PlanteNet, exactement. où le public pourra découvrir tout ce qui est richesse historique à l'ancienne tribu de Les Djao et puis le Palo. Et puis également toute la partie botanique que représente en fait cette tribu. Et vous nous disiez en préparation d'émission que justement cette association n'était pas d'intérêt provincial, donc ne recevait aucune subvention. Donc c'est là aussi un investissement aussi. C'est ça. Donc l'association elle est très impliquée au niveau de sa tribu. Donc c'est une association qui est très dynamique. Donc même sans subvention de la collectivité ou des collectivités, l'association propose tous les ans un événement culturel pour mettre en lumière en fait tout ce qui représente comme patrimoine culturel, matériel et immatériel. Alors, je vous le disais en début d'émission, Yingen aussi se prépare à nous recevoir chez elle. À l'occasion de la réouverture de son centre culturel, l'association Dooni nous convie à 4 jours de festivités, du 8 au 11 octobre. Alors, le musée sera de nouveau accessible, à notre plus grand plaisir, Jean Romaric. Alors, à savoir que ce musée-là, du Centre culturel de Yingen, est le seul musée en province nord. Donc, nous attendons avec impatience sa réouverture. Jean Romaric, qu'est-ce que nous attend dans ce musée? Donc, pour le musée de Yingen, pour la réouverture, en fait, il y aura une musée qui sera présentée en partenariat avec l'ADCK, Centre culturel Chibao et le musée de Nouvelle-Calédonie. Donc, savoir aussi que le Centre culturel de Yingen a une collection d'objets ethno. Et c'est autour de cette collection qu'on a travaillé, en fait, quand je dis en partenariat avec les deux autres établissements, travaillé sur un projet de musée qui met en lumière toute la collection MHI et toute la partie historique de Yingen, et aussi rendre hommage aussi à Jean-Marie Chibao, qui était l'initiateur en fait, le concepteur, enfin l'initiateur du projet du centre musée. Culturel. Donc le musée était aussi, on va dire, une vitrine en fait de la région de Yingen et de la province Nord, parce qu'il y aura aussi des collections de la province Nord qui sera présentée. Et d'autres personnes historiques qui seront également représentées en fait
dans l'exposition. Donc ça sera réparti en 5 séquences. 5 séquences sur, on va dire, l'organisation socioculturelle de Yingen avec des présentations en fait, des personnes historiques. Dans Jean-Marie Tchibaou, il y a aussi le grand chef Goa, le grand chef Warat et sœur Germaine Lévy, qui est une des premières sœurs, qui était aussi, comment on va dire, la sœur qui a accompagné Jean-Marie Tchibaou toute son enfance en fait, à Kanala, la mission de Kanaketi. Et vous, en tant comme de Yingen, vous êtes originaire de Yingen, qu'est-ce que ça vous fait? Et en plus de ça, vous êtes chargé de ce musée. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce centre culturel réouvrir après 10 ans de travaux? C'est un nouveau souffle en fait parce que c'est le seul endroit où la population Yingen, avec par exemple avec l'événement Talitante, c'est un centre culturel où la population Yingen d'une part présente en fait tout ce savoir en fait au niveau de la Talitante qui veut dire étaler les richesses en émis. Donc c'est une manière aussi aux tribus de venir et de présenter leur savoir-faire autour de l'art culinaire, autour de la sculpture, autour de la poterie. Et puis, comme je disais, c'est aussi une vitrine de Yingen. Donc, le public visiteur, avant d'aller en tribu, découvre déjà la région de Yingen au centre culturel et au musée de Yingen. Merci Jean Romaric. Alors je le rappelle, vous êtes attendus à Yingen, chers amis, pour la réouverture du centre culturel du 8 au 11 octobre. Donc rendez-vous pris, notez bien dans vos agendas. Jean Romaric, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations sur les animations, sur les visites nocturnes tout au long de ce mois du patrimoine en Province Nord? Sur le site internet de la Province Nord, donc www.province-nord.nc. Aussi sur le site du GIE Tourisme Province Nord qui héberge également toute la programmation du mois du patrimoine et sur Facebook. Donc cette année, nous avons travaillé avec la cellule communication de la Province Nord. La nouveauté cette année, c'est une page Facebook en partenariat avec la DSI, donc la Direction Service Informatique de la Province Nord et la cellule communication où on peut retrouver toute la programmation sur comment elle s'appelle cette page? Comment elle s'appelle Mois du patrimoine de la Province Nord 2018. Sur Facebook. Sur Facebook. Super, ben merci Jean Romaric, merci Stéphanie. On va se mettre devant pour dire au revoir à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le compte Facebook Mois du patrimoine Province Nord 2018. C'est ça. Ouais. Jean Romaric, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Merci Stéphanie. Merci à toute la régie pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à tous. Rendez-vous mardi prochain. On se fait la bise.